franceinter.com. En ces temps où le terrorisme ne cesse d'occuper la une de nos journaux, M. X a choisi de revenir sur l'histoire d'une mystérieuse organisation, la Main Rouge. Un groupe contre-terroriste qui a essentiellement sévi au Maghreb dans les années 50 et 60 et dont il m'a déjà entretenu autrefois, mais sur lequel il me promet de nouvelles révélations. Et d'abord, pourquoi ce nom ? La Main Rouge, une appellation qui sent le grand guignol. Il aurait été choisi par référence à la main de la Fatma, ce porte-bonheur des musulmans. Mais, contrairement au talisman arabe, qui est généralement noir et or, cette main, comme son nom l'indique, est rouge, rouge comme le sang que l'organisation clandestine a fait couler à de nombreuses reprises. À l'origine, la Main Rouge aurait été composée d'ultras, de pieds noirs, de partisans acharnés de la présence française dans le Maghreb. Mais, assez rapidement, on va soupçonner l'action derrière ce groupe d'un service secret qui utilise cette appellation pour se livrer à un véritable terrorisme d'État. C'est-à-dire, pour reprendre l'expression de Constantin Melnik, un homme qui a été étroitement impliqué dans l'affaire, la mise en place d'une redoutable machine à tuer qui a été initiée par les plus hautes autorités de notre pays. Dans quelques instants, le récit de M. X. Une observation tout d'abord. Même aujourd'hui, soit presque un demi-siècle après les événements dont nous allons parler, l'histoire de la Main Rouge comporte encore de nombreux points qui n'ont pas été éclaircis. Et tenez, sur le plan juridique aussi, l'affaire est susceptible de connaître de nouveaux développements. C'est-à-dire ? En mars de cette année, la famille d'un syndicaliste tunisien assassiné en 1952 vient de déposer une plainte contre un ancien policier qui aurait été l'un des tueurs de la Main Rouge. Mais ce crime doit être prescrit, non ? Certes. Cependant, la famille, soutenue par la Ligue française des droits de l'homme, s'est fondée sur une interview télévisée diffusée en 2009. Au cours de l'entretien, cet ancien policier, Antoine Melero, a évoqué les circonstances de l'assassinat auquel un commissaire de police a participé. Et il a ajouté qu'il s'agissait d'une opération légitime et que si c'était à refaire, il le referait. Une phrase pour le moins malheureuse, oui. Oui, car elle a permis à la famille de Farhat Rached de porter plainte pour apologie de crimes de guerre. Donc, vous voyez que d'une certaine façon, l'histoire de la Main Rouge reste très actuelle. En un mot, là, comment ce Farhat Rached, c'est ça, a-t-il été supprimé ? Ce proche du leader indépendantiste Habib Bourguiba a reçu une rafale de mitraillettes alors qu'il circulait en voiture dans une rue de Tunis. La Tunisie était encore un protectorat français. Tout comme le Maroc. Et dans ces deux pays, on observait alors une intense agitation contre le colonisateur français. Il y a même eu des attentats. En effet. Mais pour revenir au cas de Rached, après avoir été mitraillé, le syndicaliste a été achevé par les occupants d'un deuxième véhicule. Ouais, donc un assassinat parfaitement préparé. Oui, et qui sera suivi d'autres exécutions ciblées tant en Tunisie qu'au Maroc. Donc avant le début de la guerre d'Algérie. Tout à fait. Et à chaque fois, on évoque la responsabilité de cette mystérieuse Main Rouge. À noter que dans cette première phase, comme plus tard lorsque les activités de la Main Rouge seront directement liées aux événements d'Algérie, aucun exécutant ou commanditaire ne sera sérieusement inquiété. Impunité totale. Ça y ressemble en tout cas. Mais à l'époque, c'est-à-dire dans cette première moitié des années 50, qui soupçonne-t-on ? On pense généralement que la Main Rouge dissimule un groupe d'Européens opposés à l'indépendance de ces deux pays maghrébins. Des ultras, comme on disait. C'est ça, des types qui auraient constitué une sorte de milice d'autodéfense contre les menées des nationalistes. Et déjà, il se dit que des policiers français sont de la partie. Ce qui expliquerait peut-être l'impunité dont bénéficient les tueurs. En effet. On peut donc aussi imaginer une complicité dans l'administration coloniale. C'est évident. La façon dont certains de ces assassinats ont été étouffés le prouve de manière éloquente. Un seul exemple dont je vous ai parlé autrefois. En 1955, un important industriel français, Jacques Lemaigre du Breuil, est assassiné par la Main Rouge. Son crime, partisan de l'indépendance du Maroc, il était soupçonné d'être un bailleur de fonds des nationalistes marocains.
Les tueurs, dont ce Melero, seront identifiés, mais ils ne seront jamais condamnés. En tout cas, l'existence de cette main rouge va donner des idées à certains. Que voulez-vous dire, là? Le déclic, c'est le déclenchement de la guerre d'Algérie, la montée en puissance du FLN. À la différence du Maroc et de la Tunisie, qui étaient des protectorats. Et qui conquièrent assez rapidement leur indépendance. En 1956, oui. Donc, à la différence de ces deux pays maghrébins, l'Algérie est partie intégrante du territoire national. Et même composée de départements français. Pour Paris, il n'est donc pas question d'accorder l'indépendance que réclament les chefs du FLN. Et même, si pudiquement on ne parle que des événements d'Algérie, c'est une véritable guerre que va conduire l'armée française. Une guerre ouverte sur le terrain, oui. Mais aussi une guerre souterraine lorsqu'il s'agit de lutter contre les réseaux financiers du FLN et surtout leur filière d'approvisionnement en armes. Et c'est là alors qu'on va voir apparaître la main rouge. Qui ne sera, disons-le tout de suite, que le faux nez de nos services secrets. La main rouge, une signature bien commode pour dissimuler les activités clandestines et souvent meurtrières de nos services. En somme alors, il s'agit, avec le déclenchement de la guerre d'Algérie, de la deuxième vie de la main rouge. Exactement. Et dans les années qui suivent, un peu partout en Europe, de nombreux dirigeants algériens sont victimes d'attentats, des marchands d'armes sont liquidés, des bateaux de contrebandiers sautent. Mais je reviendrai dans le détail sur certaines de ces opérations. Et à chaque fois, alors, on incrimine la mystérieuse main rouge. Mais à l'époque, personne ne sait qui se trouve réellement derrière. On ne soupçonne pas les services secrets français. Non. Et pour mieux emberlificoter l'opinion et les observateurs, le SDEC va même se livrer à une superbe mystification. Donc, dans le but de crédibiliser l'existence de la main rouge? Oui, ça commence de la façon suivante. En 1959, un journaliste anglais du Daily Mail révèle le premier une piste. Il recueille l'interview d'un certain Christian Durieux, un professeur d'origine corse qui affirme être un membre actif de la Main Rouge, une organisation dont le but, dit-il, est de s'attaquer aux terroristes du FLN partout où ils se trouvent. Et ce Durieux, là? Il est clair que c'est un honorable correspondant du SDEC. Mais ce journaliste britannique ne le sait pas. Bien évidemment. Et ce Durieux de déclarer avec de parfaits accents de sincérité que la Main Rouge n'est pas une organisation farfelue. S'il parle aujourd'hui, c'est pour rétablir la vérité. Les gens de la Main Rouge ne sont ni des fascistes, ni des maniaques de la violence, mais simplement des hommes décidés à lutter contre les terroristes, où qu'ils se trouvent. Est-ce que ce Durieux est pris au sérieux? En tout cas, son interview reprise par de nombreux journaux fait du bruit. Toutefois, ce n'est pas encore suffisant. Le deuxième étage de la fusée est mis à feu au printemps 1960. Dans quelles circonstances? Un curieux colonel manchot organise une conférence de presse clandestine à Versailles. Pardonnez-moi, mais un colonel manchot, ça fait un peu folklorique. Peut-être, oui, mais cet officier qui a quitté l'armée parce qu'il était en désaccord avec la politique officielle du gouvernement affiche de brillants états de service. Alors, que dit-il, lui? Il affirme appartenir à une organisation rivale de la Main Rouge, la Catena, qui poursuit à peu près les mêmes objectifs et se propose d'empêcher, je cite, le débordement de l'Occident chrétien par la barbarie. Un thème qui sent son extrême droite, là. Tout à fait. Et peu après, on allume le troisième étage, une initiative très étrange. Mais je vous écoute, là. Elle prend la forme d'un livre intitulé tout simplement « La Main Rouge ». Qui l'a écrit, là? C'est un auteur de romans d'espionnage, Pierre Genève. Son livre est publié en Suisse par une maison d'édition qui ne publiera que cet unique livre. En Suisse? Genève est un pseudo. Oui, on apprendra plus tard que cet auteur est monégasque et qu'il est spécialisé dans la littérature érotique. Enfin, peu importe. Ce qui compte, c'est le contenu de cet ouvrage qui se présente comme la longue interview de l'un des responsables de la Main Rouge. Et qui apprend-on, alors? Le livre donne force détails sur cette cellule antiterroriste et ses actions d'éclat. Il révèle aussi que la Main Rouge et la Catena ne forment qu'une seule et même organisation, parfaitement indépendante. Plus troublant, cependant, l'interviewé affirme qu'un certain colonel Mercier, membre du 2e bureau, donnerait à l'occasion des tuyaux aux contre-terroristes. Et ce Mercier existe réellement? Pas au 2e bureau, mais au SDEC. Il y a effectivement un colonel Mercier dont je vous reparlerai et qui a été grillé après quelques mésaventures qui lui sont arrivées en Suisse. Par conséquent, évoquer son nom peut être sans danger. On peut le penser. Conséquence de cette publication. Le contenu de l'ouvrage est abondamment repris dans la presse. Qui lui accorde donc un certain crédit. Et pourtant, il aurait suffi d'une sérieuse enquête journalistique pour découvrir
que le responsable de cette étrange maison d'édition qui n'a jamais publié qu'un seul ouvrage était un authentique officier de nos services spéciaux et que pas très loin de son domicile habitait un certain colonel Mercier. Dans leur livre de référence sur le SDEC intitulé « La piscine », Roger Faligot et Pascal Kropp donnent des détails sur cet épisode inédit dans le monde de l'édition. Extrait. L'éditeur de La Main Rouge s'appelle Jacques Latour, célibataire, né en juin 1929 à Saint-Maur, où il réside encore en 1960. Sa maison d'édition Nord-Sud, sise à l'angle du 97 rue Richelieu et du 25 passage des Princes, est enregistrée au registre du commerce de Paris le 2 janvier 1960 et change d'enseigne le 18 juillet, avant de cesser ses activités le 31 décembre 1963. En tant que maison d'édition Nord-Sud, n'a publié qu'un seul ouvrage, La Main Rouge. Mais Jacques Latour, lui, a bien été un authentique officier de l'armée française et des services spéciaux. De sa maison, non loin de la mairie de Saint-Maur-des-Fossés, il faut un quart d'heure à pied, en longeant l'avenue de Marinville, pour rejoindre les ruines de l'abbaye dans le vieux Saint-Maur et la tour Rabelais. Quelle importance ? Un détail sans doute, au 23 rue de l'abbaye, à cette époque, habite le colonel du SDEC, Marcel Mercier, qui recourt au procédé de la guerre psychologique. Et les deux journalistes, de préciser que ce colonel Mercier, et ce n'est sans doute pas un hasard, est un ami du célèbre auteur de romans d'espionnage Pierre Nord, un écrivain qui a lui-même appartenu autrefois aux services spéciaux. Il apparaît donc, vous l'avez compris, que ces interviews et la conception de ce livre ont été entièrement truquées. Il s'agissait de manipuler l'opinion et de maquiller les agissements, bien réels ceux-là, des tueurs de La Main Rouge. Des commandos d'exécuteurs téléguidés de France par des services officiels, avec la bénédiction des plus hautes autorités de l'État. Et si je vous ai bien compris, la supercherie a donc été entièrement initiée par le SDEC. Et en particulier son service action. On a de l'imagination dans le petit monde du renseignement, là. Ça vous étonne ? Quand les agents soviétiques procédaient à des manœuvres de désinformation, ne faisaient-ils pas preuve d'imagination ? Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Ouais. Autre observation, d'après ce que vous avez dit, là, les opérations de La Main Rouge, orchestrées par le SDEC, ont commencé avant 1958, et donc sous la 4e République. Et elles se sont poursuivies sous la 5e. Exactement. Et je peux même vous dire qu'elles ont alors redoublé. Alors, Charles de Gaulle, Guy Mollet, même combat ? Votre formulation est lapidaire, mais elle n'est pas tout à fait fausse. Même si, assez rapidement, les objectifs poursuivis vont diverger. Expliquez, là. Pour les dirigeants de la 4e République, il s'agissait avant tout de gagner la guerre. Mais le général, lui, va assez rapidement se rendre compte que l'indépendance de l'Algérie est quasi inéluctable. Par conséquent, s'il continue à combattre le FLN, c'est surtout pour l'affaiblir. Et donc entamer plus tard des négociations dans les meilleures conditions possibles. C'est ça. Mais au fond, c'est vrai. Les moyens utilisés demeurent les mêmes. Après tout, il n'y a pas 36 manières d'envoyer par le fond un bateau chargé d'armes ou de liquider un trafiquant ou un responsable du FLN. Par contre, avec l'arrivée du pouvoir gaulliste, on va assister à une professionnalisation de l'organisation clandestine. Ce qui signifie ? Sous la 4e République même, si notre service de renseignement de l'époque, le SDEC, était devenu peu à peu le vrai cerveau de La Main Rouge, quelques actions de l'organisation relevaient du bricolage. Je pense en particulier au recrutement de quelques figures du milieu, comme le fameux Joatia. Ça aboutira généralement à des fiascos. On ne s'improvise pas agent secret. Il faut croire. La Main Rouge a aussi beaucoup utilisé des policiers ou d'anciens membres des forces de l'ordre. Comme ce Méléro, là, que vous citiez. Des pieds noirs, dans la plupart des cas. Mais à partir de 1958, effectivement, ça change. Et les hommes de terrain de La Main Rouge seront désormais des militaires du 11e choc, c'est-à-dire le bataillon où le SDEC recrute les hommes de son service action. Plus de sous-traitants, donc. Non.
Et c'est à Jacques Foccart que l'on doit cette évolution. Foccart, l'éminence grise du général de Gaulle et l'homme de la France-Afrique, il faut le rappeler. Foccart qui, dès le retour du général, va officieusement chapeauter les services secrets, habitué lui-même des terrains d'entraînement du SDEC où il effectue des périodes de réserviste. Il joue donc un rôle important dans ce changement. Oui, cette professionnalisation, comme vous l'avez appelé. Et ça va produire d'impressionnants résultats. Selon Constantin Melnick, qui occupe auprès du Premier ministre Michel Debré un rôle identique à celui de Foccart à l'Élysée, rien qu'au cours de l'année 1960, 135 individus ont été exécutés, 6 bateaux ont été coulés et 2 avions détruits. Terrible bilan. Oui, et une preuve éloquente de l'efficacité du service action du SDEC et de son chef, le général Grossin. 2 précisions quand même. D'abord, tous ces attentats n'ont pas été systématiquement revendiqués ou attribués à la main rouge. Ensuite, dès son arrivée au pouvoir, De Gaulle a fixé le cadre dans lequel les agents du SDEC pouvaient agir. Un code de bonne conduite Si on peut dire. Et il a édicté 3 règles intangibles. Premièrement, ce type d'action violente ne pouvait être mené qu'en temps de guerre et surtout en dehors du territoire français. Deuxièmement, les cibles ne pouvaient être des nationaux français. Ce qui, entre parenthèses, a sans doute valu à l'avocat du FLN, Jacques Vergès, de ne pas avoir été exécuté. Ce qui n'a pas été le cas d'autres avocats, mais eux étaient d'origine algérienne. Et la 3e règle ? Toute opération devait être soumise à l'approbation du chef de l'État et du Premier ministre. Ce qui veut dire que la responsabilité de tous ces assassinats incombe directement au général ou à Michel Debré. C'est la vérité. Malgré ces restrictions imposé par le général de Gaulle, n'y a-t-il pas eu des bavures ? Il y en a eu, et c'était presque inévitable. Mais pour quelle raison ? Parmi les partisans de l'Algérie française, à qui de Gaulle devait en partie son retour au pouvoir, il y avait des enragés, en particulier dans certaines unités militaires. Les paras. Oui, et je pense à des gens comme le général Ossarès. Ceux-là réclamaient purement et simplement l'élimination physique de tous ceux qui avaient pris parti pour l'indépendance algérienne. Un Jean-Paul Sartre, par exemple. Et de temps à autre, il a bien fallu leur donner satisfaction. En contrevenant, donc, aux règles édictées par le général de Gaulle. Exactement. Un cas illustre parfaitement ce manquement. En mai 1959, un des avocats du collectif chargé de défendre les militants du FLN, Maître Aoudia, a été exécuté en plein Paris. Et cet assassinat représentait une double entorse à la doctrine. Car non seulement l'avocat était tué sur le territoire français, mais il possédait la nationalité française et il était même marié à l'une de nos compatriotes. Alors, qui a pu enfreindre les règles imposées par le général ? Je crois qu'il faut regarder du côté de Jacques Foccart. Lui seul avait l'autorité pour couvrir une telle opération. Homo, comme on disait alors dans les services. Homo comme homicide. Et le général a fermé les yeux. Vraisemblablement. J'ajoute que dans ce cas précis, le SDEC a prudemment omis de revendiquer cet assassinat au nom de la main rouge. Et vous pensez alors que cet homicide est l'un de ces gages que le pouvoir gaulliste a donné à ces enragés de l'Algérie française ? Ça me semble évident. Pour cela, il n'y avait pire bête noire que ces avocats qui osaient défendre les félouses, comme ils disaient. Mais avant de poursuivre, je voudrais faire un petit retour en arrière. Et c'est en rapport direct avec l'une des règles édictées par De Gaulle. Rappelez-vous, il avait ordonné pas d'opération sur le territoire national. Là, il fallait donc agir hors de nos frontières. Et chez nos voisins immédiats. Ça n'allait pas sans créer de grandes difficultés avec ceux-ci. Et ça avait commencé bien avant 1958. À cette occasion, nous allons retrouver notre mystérieux colonel Mercier. Racontez. Un mot donc sur ce personnage bien réel, à la différence de la légende construite autour de la main rouge. Marc-André Mercier, c'est d'abord un grand résistant, qui a même dirigé un réseau pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il finit par être arrêté par la Gestapo et il est déporté à Dachau. À son retour en France, il entre au SDEC dans la section recherche. Et en 1952, il est affecté au poste de Berne. Il est alors censé être attaché commercial. Sa couverture. Bien sûr. Quelle est sa mission ? Ce qui occupe alors tous les services de renseignement occidentaux, c'est la lutte contre le communisme. Et dans cette optique, la Suisse, pays neutre, est un carrefour intéressant. Un nid d'espions. Exagérons quand même pas. En tout cas, Mercier, ancien résistant, je vous le rappelle, est chargé d'un curieux boulot. Il doit coopérer avec ses homologues allemands. Le BND ? Qui est alors placé sous les ordres d'un général, Reinhard Gehlen,
qui, en tant que responsable du service d'espionnage nazi à l'Est, a joué un rôle éminent pendant la Seconde Guerre mondiale. Et m'avez-vous dit, il n'y a pas si longtemps, il a truffé son organisation d'anciens nazis. Le colonel Mercier doit donc collaborer avec ses ex-ennemis. Et faire preuve de réalisme au nom de l'anticommunisme. Ça se passe comment? Très bien. Mercier noue même des relations chaleureuses avec Gehlen. Mais bientôt, après la Toussaint 1954, c'est la lutte contre le FLN qui va occuper prioritairement le SDEC. Et ça va diablement compliquer les rapports entre les espions français et allemands. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Monsieur X a évoqué précédemment Constantin Melnik, conseiller de Michel Debré en matière de renseignement. Melnik, qui a donc eu à connaître, sinon à ordonner, quelques-unes des opérations effectuées par la Main Rouge. Il en parle assez prudemment dans un livre qui vient de paraître chez Nouveau Monde, De Gaulle, les services secrets et l'Algérie. Dans un autre ouvrage, La mort était leur mission, voici ce qu'il écrit. Pour faire face à la guerre d'Algérie, la France a disposé, quelle que soit la valeur morale de sa politique, d'une puissante et secrète machine à tuer. Face à cette tragique réalité, il serait indécent de rendre public le détail des crimes d'État commis sous Charles de Gaulle. Mais il paraît difficile également de continuer à dissimuler aux démocrates que nous sommes devenus, presque malgré nous, un épisode éprouvant de notre histoire. La pression de la guerre, une certaine sacralisation du gaullisme et l'incompréhension du rôle que doivent jouer les services secrets ont alors amené notre pays aux frontières inquiétantes entre la vertu et le crime. À l'instar de Jacques Chirac, reconnaissant enfin la responsabilité française dans la déportation des Juifs sous Vichy, l'heure n'a-t-elle pas sonné d'admettre la culpabilité de l'État dans d'autres errements, certes moins graves, mais également inacceptables? Pourquoi, après l'insurrection algérienne, les rapports entre le BND et le SDEC vont-ils se compliquer alors? Essentiellement à cause du passé. Vous n'ignorez pas que le Troisième Reich a mené une politique pro-arabe très active. Oui, en essayant de mobiliser les musulmans contre les Alliés. On a même parlé, en simplifiant, de l'alliance entre le Croissant et la Croix gammée. Et ça a laissé des traces, car beaucoup d'anciens nazis ont trouvé refuge dans les pays arabes. Et après la guerre, les services secrets allemands ont recruté nombre d'entre eux. Des hommes qui, presque naturellement, mais avec l'accord de leur centrale, sympathisent avec les régimes arabes et vont même aller plus loin en aidant les rebelles algériens. De quelle façon? En leur permettant de se procurer des armes, par exemple. C'est le cas d'un certain Richard Christmann, un ancien agent de renseignement de l'Abwehr pendant la Seconde Guerre mondiale. Recruté par le BND, il s'est installé à Tunis et sa mission quasi officielle consiste à former les membres des services de sécurité de la Tunisie, nouvellement indépendante. Tunis, où siège aussi la direction du FLN algérien. Et où se trouvent les gros bataillons de la LN, l'armée du FLN. C'est ainsi que Christmann va être amené également à mettre en place un réseau de trafic d'armes au profit des indépendantistes algériens. Avec l'autorisation du BND? Tout à fait. Donc si je comprends bien, les services secrets d'Allemagne de l'Ouest se livrent un double jeu. D'un côté, dans le cadre de la guerre froide, ils coopèrent avec leurs homologues français, et de l'autre côté, en armant le FLN, ils jouent contre. Et c'est un grand écart qui préoccupe au plus haut point les dirigeants français, oui. C'est aussi la raison pour laquelle le SDEC invente cette fiction de la Main Rouge. Une organisation qui va mener une lutte impitoyable et secrète contre tous ceux qui contribuent à aider le FLN. On va donc frapper des gens qui font du trafic d'armes avec le soutien des services allemands. Et c'est la vérité. Et dans cette bagarre, tous les coups sont permis, même les plus expéditifs. 2 agents du BND vont ainsi perdre la vie dans de curieux accidents d'avion. Et sabotage. Bien entendu. D'autre part, la Main Rouge n'hésitera pas à agir en Allemagne même, où elle liquidera un certain nombre de trafiquants. Et ça entraîne, j'imagine, des protestations des autorités de bonne. Forcément. Ouais. Mais des protestations discrètes, car le BND ne peut admettre publiquement que certains de ses agents concourent à fournir des armes au FLN. D'ailleurs,
Parfois, l'organisation du général Galen met de l'eau dans son vin, si j'ose dire. Mais comment? Eh bien, en quelques occasions, les services allemands ont donné des tuyaux aux Français. Pour les apaiser? Certainement. C'est par exemple grâce à des indications très précises fournies par cet agent en poste à Tunis, Ristman, qu'en 1958 à Bonn, les tueurs du SDEC ont pu éliminer Haït Hassen, un important responsable du FLN. Autre affaire troublante. Un ancien commandant SS, agent contractuel du BND, établi en Égypte, perdra ses 2 jambes dans l'explosion de sa Chevrolet. Et selon des sources avérées, il aurait été donné au service français par ses propres employeurs qui n'avaient plus confiance en lui. Tout cela, pardonnez-moi, mais me paraît quand même formidablement compliqué. Étonné, je ne suis pas sûr que les ennuis que va connaître Mercier en Suisse n'aient pas été provoqués par ses bons amis allemands. Mais naturellement, je n'en ai pas la preuve. Ça. Racontez alors, que s'est-il passé? En Suisse, la position du colonel Mercier est particulièrement intéressante dès le déclenchement du conflit algérien. Pour quelle raison? On y trouve beaucoup de hauts responsables du FLN qui s'y sont réfugiés. Et qui continuent à agir en faveur de la rébellion. Naturellement. Ils y nouent par exemple d'importants contacts diplomatiques. Mais la Suisse est aussi un pays où opèrent quelques trafiquants d'armes. L'un d'eux, un Allemand nommé Marcel Léopold, sera même assassiné en 1959. À l'aide, paraît-il, d'une arme sophistiquée, une sarbacane, capable de tirer des fléchettes empoisonnées. Mais dans ce cas précis, je crois qu'on en a rajouté un peu. Quoi qu'il en soit, Mercier occupe donc une place de premier ordre dans le dispositif du SDEC. Et donc dans celui de la Marouge. Bien sûr. Et le Français a fait un excellent travail en Suisse. Il a en effet gagné la confiance de 2 hauts fonctionnaires helvétiques qui sont devenus ses informateurs et lui donnent de précieux renseignements sur les activités du FLN dans la Confédération. Qui sont-ils? L'un, Max Ulrich, est un des responsables des services secrets suisses. Et pourquoi accepte-t-il d'aider Mercier? Parce que c'est un ardent anticommuniste. Et il pense, comme beaucoup de gens à l'époque, que les nationalistes algériens sont manipulés par Moscou. Et l'autre informateur de l'agent du SDEC, là? C'est tout simplement René Dubois, le procureur de la Confédération helvétique. Et s'il collabore avec le Français, c'est qu'il est socialiste et qu'il se sent solidaire de la politique algérienne du président du Conseil français, Guy Mollet. Socialiste, hein? Oui. En tout cas, il est bien placé pour fournir à Mercier des informations très précises sur les trafiquants d'armes et le réseau de financement du FLN. Oui, le FLN qui dissimule son trésor de guerre en Suisse, hein? Oui, toutefois à Genève se répand assez rapidement la rumeur que les services secrets français disposent de sources haut placées en Suisse. Et dans la Confédération helvétique, on ne plaisante pas avec ce genre de choses. La rumeur est si persistante que les autorités suisses ordonnent une enquête. Mais c'est le procureur Dubois qui la diligente. Il est donc à même de l'étouffer, ou à tout le moins de la freiner. Ça permet à Mercier de gagner une année. Mais en 1957, le scandale éclate. L'agent secret et le procureur sont dénoncés. Et vous avez émis l'hypothèse qu'ils auraient pu être trahis par les services allemands. En effet. Mais je dois la vérité de dire qu'on a aussi évoqué le rôle d'un agent du FLN et également l'action d'une personnalité de l'ambassade de France en Suisse. Et qui? Elisabeth de Méribel, l'ancienne secrétaire du général de Gaulle au temps de la France libre. Et pourquoi aurait-elle agi ainsi alors? Parce qu'elle aurait désapprouvé les méthodes brutales de Mercier. Mais là encore, il n'y a pas de preuve. En tout cas, après cette affaire, Mercier est grillé. Et s'il n'est pas arrêté, c'est qu'il jouit d'un statut diplomatique. Et ces 2 complices? Le procureur Dubois se tire une balle dans la tête. Et l'autre, Ulrich, sera condamné à 2 ans de prison. Je vous l'ai dit, en Suisse, on ne plaisante pas avec les entorses à la sacro-sainte neutralité de la Confédération. Et alors, que devient Mercier, lui? Il est envoyé à Munich sous couverture consulaire. Donc Munich, pas très loin du siège du BND à Boulac, hein? Et bien sûr, il y retrouve son vieil ami Galen. Est-ce que les rapports privilégiés qu'il entretient avec le chef du BND mettent un terme là, au soutien de ce service au FLN? Non, pas vraiment. L'ambiguïté va persister, mais il est certain que ce soutien deviendra moins important. Ce qui n'empêchera pas nos agents de frapper les trafiquants d'armes allemands à chaque fois qu'ils le pourront. L'exemple le plus spectaculaire étant celui de Georges Pucher, le patron d'une grosse entreprise d'import-export de Hambourg, un des principaux fournisseurs d'armes du FLN. Mais rappelez-vous,
Je vous ai parlé de cette affaire peu de temps après notre première rencontre. Oui, je me souviens, mais vous aviez alors évoqué l'histoire assez extraordinaire d'ailleurs, d'un agent français, un certain Pedro, qui était tombé amoureux de la fille de Plucher. C'est-à-dire de l'homme qu'il était censé faire assassiner. Cruel cas de conscience. Alors je n'y reviens pas. Mais je vous rappelle quand même le scénario du meurtre du trafiquant. En 1958, Plucher a déjà reçu plusieurs avertissements. Des avertissements particulièrement bruyants. 3 de ces navires ont explosé, détruits dans le port de Tanger par les nageurs de combat du SDEC. Mais si prudemment Plucher est reparti s'installer chez lui en Allemagne, plus précisément à Francfort, il n'a nullement mis fin à ses activités. Il est même devenu le quasi-ministre de l'armement des rebelles algériens. Et le SDEC a pris la décision de l'éliminer physiquement. Oui, en mars 1959. À Francfort, Plucher se sentait à l'abri, d'autant qu'il disposait de gardes du corps algériens. Mais un soir, il a commis une grave erreur. Grippé, il n'a pas eu le courage de ranger sa voiture dans le box habituel où il l'a garée. Et il l'a laissée dans la rue. Le lendemain matin, au moment où il est monté dans son auto, le véhicule a explosé. Les artificiers avaient placé sous le véhicule une bombe remplie de billes d'acier. Plucher ne pouvait pas s'en sortir vivant. C'est évident. Et ce sanglant exemple a inspiré d'autres trafiquants d'armes qui ont choisi de s'abstenir. Une dernière précision quant à ces curieux rapports entre le BND allemand et le SDEC français. À chaque fois qu'ils l'ont pu, les Allemands ont essayé de nous rendre la monnaie de notre pièce. En Tunisie, par exemple, où ils étaient très présents grâce à Christmann, ils ont permis aux Tunisiens de démanteler un réseau d'espionnage des télécommunications gouvernementales que nous avions mis en place. Et après tout, c'était de bonne guerre. Une citation avant de nous quitter. J'ai trouvé ces quelques lignes dans ce fameux livre sur la main rouge, entièrement confectionné par le SDEC, mais qui a longtemps abusé la presse et l'opinion. Je vous les livre tels quels, comme un exemple de littérature démagogique aux accents feuilletonesques, destinés à justifier les actions meurtrières de la soi-disant organisation clandestine. Ils sont riches. Ils sont intouchables, ils sont sans foi ni patrie. Aux 4 coins de l'Europe, ils tissent implacablement la toile d'araignée de leur trafic immonde, excités par l'appât de gains fabuleux. Ils attisent haine et rancœur pour fournir ensuite aux hommes qu'ils ont déchaînés les moyens de s'entretuer. Mais une main se lève, couleur de sang, qu'ils ont tant versé, une main justicière qui va frapper sans relâche, sans merci. Quelques livres pour terminer les ouvrages de Constantin Melnick parus chez Plon, le dernier ayant été publié par Nouveau Monde, de Roger Faligot et Rémi Coffer, Le Croissant et la Croix gammée, mais aussi Les Maîtres espions du regretté Pascal Cropp qui nous a quittés cet été, associé à Roger Faligot, La piscine.